Docteur Nizet, docteur Nélissen, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre cas? Alors oui, je vais vous présenter donc mon cas. Il s'agit d'une patiente, donc d'une patiente, évidemment, âgée de 51 ans, qui présente une mutation génétique qu'on appelle une mutation BRCA. C'est donc une mutation qui engendre une fréquence de cancer qui est plus importante que la population donc normale. Et donc cette patiente a une mutation BRCA2. Dans la famille, quand on l'interroge un petit peu, elle a une sœur qui a présenté un cancer du sein à l'âge de 48 ans, donc elle en a 51. Son papa a présenté un cancer urologique, donc de prostate, et est décédé. Ce qui est tout à fait classique dans les cas de mutation BRCA2. Et il y a des tantes du côté paternel qui sont porteuses aussi de la mutation BRCA2. Et donc ici, on est en train d'effectuer une mastectomie qu'on appelle prophylactique, c'est mieux de dire de réduction de risque, pour essayer de lui faire passer donc, du risque de 60-70% de malchance de faire un cancer du sein pendant sa vie à un risque qui est inférieur à la population normale. Et donc là, nous avons commencé donc, à faire donc, la mastectomie du côté droit. Si vous regardez un petit peu au niveau du côté gauche, cette patiente a un sein qui est un tout petit peu ptosé, ça veut dire un tout petit peu relâché. Et donc ça nous impose d'essayer de remonter un peu le sein. Il est clair que dans ces cas de mastectomie prophylactique, dans ces cas de mastectomie de réduction de risque, c'est donc une opération qui est nécessaire. On espère qu'elle ne développera jamais un cancer du sein. Ça, c'est le but ultime, mais il est nécessaire d'avoir un résultat esthétique. Ce sont des patientes qui n'ont pas un cancer et donc il n'est pas question de les mutiler. Et donc c'est ça qui est très complexe, c'est qu'on est vraiment aux confins de la chirurgie de reconstruction et de la chirurgie esthétique. Donc on fait ça dans un but de médical, donc c'est donc bien de la reconstruction, mais on doit atteindre des résultats qui sont identiques à ceux qu'on atteint en chirurgie esthétique. Et donc si je comprends bien, ici on est plus sur de la prévention. On est sur de la prévention, tout à fait. Et donc, ce qui veut dire que cette patiente, elle va passer d'un risque de 60 à 70% donc sur toute sa vie. Donc, je rappelle qu'elle a 51 ans, donc elle a une partie du risque qui est déjà derrière elle. Mais on estime qu'elle a à peu près 25 à 35% de malchance de faire un cancer du sein d'ici ses 80 ans. C'est une indication donc, de faire cette mastectomie là maintenant. Et on va réduire le risque de cancer du sein à 1 à 5%. Vous voyez qu'on descend vraiment très bas, à savoir que le risque de la population normale est de 12 à 15%. Donc cette patiente-ci aura un risque inférieur donc d'un tiers, 3 fois moins de risque que la population normale de faire un cancer du sein, par rapport aux 60-70% si on ne faisait pas la mastectomie. Alors l'autre solution, quand on a un gène BRCA2 ou BRCA1, c'est donc de faire un suivi rapproché. Et donc, ce sont des patientes qui ont un suivi sénologique. En général, on alterne mammographie et résonance une fois tous les 6 mois. Mais donc, ce qui veut dire que ces patientes ont une fois tous les 6 mois, elles attendent le moment où éventuellement ça va se déclarer. Donc, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas confortable. Personnellement, je peux tout à fait comprendre qu'elles optent pour cette mastectomie prophylactique et qu'elles arrêtent d'avoir ces échéances tous les 6 mois.
Un autre cancer qui est important à souligner chez ces patientes-là, c'est le cancer de l'ovaire. Le cancer de l'ovaire est un peu moins fréquent que le cancer du sein. Donc, dans le cadre d'un BRCA2, le cancer de l'ovaire est de 10 à 30% sur la vie de la patiente. Un cancer de l'ovaire est extrêmement sournois parce que c'est quelque chose qui ne se voit pas. Et en général, quand on le diagnostique, il est souvent à un stade avancé. Donc, c'est pour ça que à partir de 40-45 ans, on propose à ces patientes mutées, BRCA1, BRCA2, d'effectuer une ovariectomie. Chez cette patiente, elle a 51 ans, elle a eu une ovariectomie à 45 ans. Donc ici, vous voyez qu'on a commencé, je ne sais pas si on voit à l'écran. Oui, on voit bien. Oui. Ici, on a commencé la mastectomie. Alors, c'est une mastectomie où je vais garder l'aréole, je vais garder le mamelon. Et donc, on garde ce mamelon attaché à la partie inférieure du sein. Et toute la difficulté, c'est la particularisation de ce mamelon-là. Et donc, j'ai déjà un petit peu avancé au niveau de ma mastectomie. Et donc, on va remonter le mamelon et on va refermer le sein comme ceci sur une prothèse mammaire. Voilà, oui. Donc, je continue la mastectomie. Donc, on fait une mastectomie classique, hein, c'est ce qu'on appelle avec préservation de l'étui cutané. Ici, comme elle a un trop grand un étui cutané qui est trop large, trop grand, on va le réduire. Et donc on fait ce qu'on appelle un skin reducing. Et on préserve cependant l'aréole. Le fait de préserver l'aréole est très important pour obtenir un résultat esthétique le meilleur possible. Mais il faut savoir qu'on a quand même un risque de développer un cancer du sein parce qu'il reste toujours derrière cette aréole, il reste toujours un peu de tissu mammaire. Donc, il est impossible de dire à la patiente qu'elle ne développera jamais un cancer du sein. Donc, il faut toujours qu'elle continue un suivi. En général, ce qu'on propose à la patiente, c'est un suivi clinique. Et c'est bien de faire une résonance 1 an après la chirurgie pour s'assurer qu'on a enlevé une partie de la glande mammaire et pour juste faire un suivi clinique. Le suivi clinique est basé sur la palpation et donc c'est très facile de palper l'aréole. L'aréole et le tissu rétro-aréolaire, donc derrière l'aréole, sera directement sur la prothèse et tout nodule, toute masse sera évidemment directement mise au point, biopsiée. Donc c'est assez facile de surveiller ces patientes-là par après. Et quand on fait une mastectomie, est-ce qu'on fait d'office une reconstruction tout de suite? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait ici, hein. Donc, dans le même temps opératoire, on fait la mastectomie et on va lui mettre des implants. Ce sont des implants un peu particuliers. Ce sont des implants en silicone et c'est des implants qui ont une forme ergonomique. Ça veut dire que je vous montrerai tout à l'heure. Quand l'implant est posé sur une surface horizontale, il aura une forme ronde. Et quand la patiente se lève, l'implant aura une forme anatomique, donc une forme de sein. Donc l'idée, c'est vraiment que l'aspect du sein soit identique à un sein normal et qui bouge de manière tout à fait normale. Ce qu'on veut pour la patiente, c'est qu'elle retrouve une vie complètement normale. Je vais changer de place. Alors, on va aller là en dessous. Après l'intervention, le tissu qu'on va retirer va partir en analyse évidemment. Hein, donc ça c'est très très important pour s'assurer qu'il n'y ait rien de
cancéreux dans le sein qu'on a retiré. Juste avant cette intervention, on fait un bilan sénologique récent, donc on essaye de l'avoir dans les semaines juste avant l'intervention pour s'assurer qu'il n'y ait pas une lésion qui pourrait être suspecte. Si la lésion est suspecte, on fera la mastectomie, mais on proposera la réalisation de la résection d'un ganglion sentinelle. Le ganglion sentinelle, c'est donc aller prélever le premier ganglion qui va drainer donc, le sein. Et donc pour s'assurer que dans ce ganglion sentinelle, il n'y ait aucune cellule cancéreuse. Mon collègue, le docteur Nizet, vous montrera tout à l'heure la résection d'un ganglion sentinelle lors d'une tumorectomie. Mais donc ici, on part du principe que la patiente n'a pas de cancer. J'arrive tout doucement à la fin de la mastectomie. Il faut savoir que ces mutations génétiques, BRCA1 et BRCA2, touchent quand même 0,1 à 0,3% de la population générale. Donc c'est quelque chose qui n'est pas si rare que ça. Dans le service, évidemment, on en a beaucoup. Et donc c'est toujours un peu challenging, ces interventions, de s'assurer que la patiente ait une vie tout à fait normale donc après la mastectomie. Voilà, là j'ai enlevé donc le sein. Donc, Céline va orienter donc le prélèvement. Donc là elle est en train de repérer donc la position où était le mamelon. Parce que ce sera très important d'aller analyser cette région donc, juste en dessous de l'aréole pour s'assurer que le tissu soit tout à fait sain. Elle va orienter donc, la pièce pour repérer donc, la partie latérale et la partie inférieure qui est ici. Je vais prendre une compresse. On reste avec vous, docteur Nelissen, mais j'en profite parce que j'ai quelques invités sur le plateau pour leur dire bonjour quand même. Il n'y a pas de souci. Si vous me permettez. Mais on ne vous quitte pas pour la cause. Et donc je suis en compagnie du professeur Philippe Kohl, de Vincent Huttendal et du docteur Samja. Et nous parlerons intelligence artificielle. On parlera même intelligence artificielle et cancer. Mais là, on est un peu appelé dans toutes les salles. Oui. Docteur Nelissen, docteur Nizet, on est avec vous. Oui, bonjour. Rebonjour. Vous ne nous avez pas attendu pour l'un des deux seins, donc on vient pour le deuxième. On ne peut pas faire attendre le patient, on ne va pas augmenter un risque quel qu'il soit. Alors, vous voyez ici donc, le premier sein. Hein, donc, on a fait donc, la mastectomie. On vient de mettre la prothèse. Et donc, le docteur Deloge va commencer à refermer donc, ce sein-là. Voilà la mastectomie que j'ai réalisée de l'autre côté. Je ne sais pas si on voit l'autre côté. Oui. Et donc, vous voyez qu'il n'y a plus de glande. Donc, ici, la glande pesait 244 grammes de ce côté-ci parce qu'on n'a jamais les deux mêmes seins. Et l'autre côté, on est à 221. Les prothèses qu'on met, ce sont des prothèses de 340 parce que la patiente souhaitait, tant qu'à faire, avoir une petite augmentation. Vous voyez que mon aréole ici reste attaché sur la partie basse du sein, ce qui permet au sang d'arriver au niveau de l'aréole et du mamelon. Il faut souligner que la patiente n'aura plus de sensibilité au niveau de son mamelon, vu que le nerf principal du mamelon vient du 4e nerf intercostal et passe au niveau de la glande mammaire. Et donc, la patiente conservera toujours une sensibilité qui est profonde, mais n'aura plus la sensibilité fine au niveau de son mamelon. Je vais changer de paire de gants
pour vous montrer donc la prothèse. La prothèse, ben, vous voyez que Florine va vous la montrer. Elle est dans un étui en plastique. Et donc, on essaye de la toucher le moins possible. Donc, c'est pour ça que je change de paire de gants. L'idée, c'est vraiment de ne absolument pas la contaminer. Vous voyez que c'est une prothèse. Je ne sais pas si on la voit. Oui. Oui. Donc, c'est une prothèse quand elle est plate. C'est une prothèse qui a une forme ronde. Et quand elle est verticalisée, j'essaye de vous la montrer, elle a une forme un peu de sein. C'est ce qu'on appelle une prothèse ergonomique. Donc, c'est une prothèse avec un gel qui est cohésif, un gel de silicone cohésif, et qui va vraiment avoir la même, la même propriété un peu qu'un sein normal. Ce sont des prothèses ici qu'on va mettre devant le muscle parce qu'on a suffisamment de tissu de couverture pour cacher la prothèse. Si on n'avait pas suffisamment de tissu de couverture, alors à ce moment-là, on peut faire une injection de graisse. Donc on peut faire un lipofilling. Le lipofilling, c'est quoi? C'est prélever de la graisse par liposuction, la laver, la centrifuger et la réinjecter pour réaugmenter le tissu de couverture au-dessus de cette prothèse. Donc en fait, pour essayer de cacher la prothèse. Donc j'ai la prothèse en main, je vais la mettre en place au niveau du sein. Vous voyez que mon lambeau, ce qu'on appelle le lambeau porte-aréole, va me permettre de recouvrir complètement la partie inférieure du sein et donc d'isoler donc la prothèse pour être sûr que, parce qu'un des risques évidemment, c'est que si cette prothèse, si la cicatrice ne se faisait pas bien, il pourrait y avoir une exposition de la prothèse. Donc une exposition de prothèse, ben, c'est jamais bon. Ça conduit toujours à une infection de cette prothèse qui est un corps étranger et souvent à sa dépose. Donc on doit l'enlever, ce qui est évidemment toujours un drame chez ces patientes. Et donc, vous voyez le résultat, donc, quand vous voyez un petit peu donc, le sein du côté de Céline, ben, vous voyez le résultat qu'on a. C'est un résultat, c'est quasi identique à un résultat de pexie plus prothèse, donc de lifting du sein plus prothèse au niveau esthétique. Sauf qu'ici, ben, on a fait une mastectomie. Peut-être quelques mots aussi au niveau des mutations donc, génétiques au niveau du sein. Je vous ai parlé du BRCA2, il y a le BRCA1 évidemment. Il y a d'autres mutations telles que les mutations PAL, PAL-B2. Il y en a donc, on en découvre un petit peu, allez, je dirais pas tous les jours, mais assez souvent. Comment est-ce qu'on peut être alerté pour toutes les patientes, comment est-ce qu'elles peuvent suspecter une éventuelle mutation? Eh bien, c'est essentiellement par l'arbre généalogique et les antécédents familiaux de la patiente, donc, notamment donc, pour le sein, cancer donc, du sein, cancer de l'ovaire. Et on sait, on a des programmes qui nous permettent de calculer des scores, de prédire si la patiente a ou non une mutation. Et il est clair qu'un cancer de l'ovaire en dessous de 40 ans ben, est absolument, c'est très interpellant. Et nous, on réalise systématiquement un dépistage génétique chez ces patientes-là, donc pour leur descendance et pour leurs parents proches. Un cancer du sein en dessous de 50 ans est interpellant aussi, implique souvent un dépistage. Un cancer du sein à 70 ans, malheureusement, ben, c'est souvent l'incidence, donc, je dirais, habituelle ici en Belgique, qui est d'une femme sur 8. Et donc, une patiente qui a 70 ans, on ne va pas lui faire un dépistage génétique, sauf si dans ses antécédents, ben, on se dit, tiens, il y a eu un cancer de l'ovaire, il y a eu donc un cancer de l'ovaire chez quelqu'un en dessous de 40 ans et des cancers du sein en dessous de 50 ans. C'est vraiment l'exemple typique, Xavier, de ce dont je discutais. Je ne sais pas si tu entendais oui. Ce que je disais avant. Donc, Philippe Cole ici, merci beaucoup pour cette excellente intervention. Oui. Et bonjour Xavier, et toute la discussion très enrichissante de l'intérêt d'une médecine personnalisée, de nouveau, hein, typiquement. Donc, on a une multitude, en fait, de cancers du sein différents, œstrogènes dépendants ou non, HER positif ou non.
et puis des mutations génétiques ou non, etc. Et d'ailleurs, en pathologie, on a maintenant des études qui montrent que rien que sur l'image, on pourrait prédire le risque de mutation de la patiente, donc sur le profil image de mutation. pathologique Sur l'hématoxine néosine, donc les cellules. Okay. Donc l'architecture du tissu et les cellules et le pattern d'inflammation. Mais bon, on ne sait pas très bien quels sont les critères morphologiques qui sont pris en compte par l'intelligence artificielle pour prédire une mutation. Et dans beaucoup de cancers, dans le cancer du côlon, ça a été très étudié, mais dans le cancer du sein, il y a des résultats très prometteurs qui permettent déjà de sous-grouper les types de cancers du sein en fonction de profils génétiques différents. Et aussi de pouvoir prédire les mutations sans les tester, déjà pouvoir prédire un risque de mutation. Et d'ailleurs, ici, au CHU, on teste une solution d'intelligence artificielle, alors là, qui est plutôt pour quantifier des biomarqueurs dans les cancers du sein. C'est fort intéressant parce que ça nous permet d'être plus reproductibles. Et aussi pour les cas compliqués où on passait beaucoup de temps à compter les cellules, on a un résultat beaucoup plus rapide, ce qui est bénéfique pour le patient. Et alors, sans vouloir vous interrompre, on va continuer à parler d'intelligence artificielle, mais on est plusieurs à devoir parler d'intelligence artificielle. Et donc, je propose que le professeur Cole et le docteur Samja cèdent leur place aux prochains intervenants. Et donc, on pourra accueillir comme ça le professeur Lambermont et le professeur Decève. Merci à vous. Et donc, on est toujours avec vous, hein, docteur Nelissen. J'espère qu'on ne vous dérange pas à papoter comme ça. Pas du tout, pas du tout. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle vous intéresse. Si, bien sûr. C'est elle est constamment présente au sein de notre spécialité, et particulièrement en scénologie, et notamment avec la double lecture au niveau des mammographies. Donc maintenant, toutes les mammographies sont relues par l'intelligence artificielle et permet justement de maximaliser le screening de lésions qui pourraient passer à côté de l'œil humain. Par contre, je pense qu'on a toujours besoin de scénologues, radiologues qui sont capables d'aller piquer, d'aller biopsier des lésions. Et ça, on n'y est pas encore. Ce n'est pas encore l'intelligence artificielle qui va pouvoir aller biopsier et repérer donc, ces lésions dans un sein. Et donc, si je comprends bien, l'intelligence artificielle n'est pas prête de vous remplacer. J'espère que non. En tout cas, pas trop vite. Donc... Non, et moi je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. L'intelligence artificielle, c'est une aide à la décision. Pour moi, elle n'existera jamais sans la présence d'experts, de médecins, des personnes qui savent l'utiliser avec toutes les limitations qu'elle connaît. Et c'est très important, et tout à l'heure, le professeur Cole en a parlé, d'éduquer très rapidement les futures générations ou les futurs médecins et les médecins qui sont déjà en place, je pense, à utiliser ces outils qui parfois font très peur, mais il faut savoir l'utiliser comme tout autre outil qui sont à disposition des médecins à l'heure actuelle. Alors dans les métiers de la com et du marketing, on dit souvent que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va remplacer les gens, mais c'est ceux qui sauront utiliser l'intelligence artificielle qui remplaceront ceux qui ne savent pas l'utiliser. Oui, ça c'est une question très... très difficile à répondre. Oui, bien sûr. Mais effectivement, il est très probable que l'intelligence artificielle soit présente à beaucoup d'endroits dans le futur. Et du coup, il faudra les personnes qui puissent l'utiliser. Alors, j'en profite pour dire bonjour à mes deux nouveaux invités. Bonjour, professeur Lambermont. Bonjour, professeur Decève. C'est pas un hasard que je vous mette tous les trois ensemble, parce que je pense que vous travaillez ensemble sur différentes choses, notamment en termes d'intelligence artificielle. D'abord, je vais me tourner auprès du professeur Lambermont, puisque on va parler soins intensifs, service plutôt critique. Quel est le rôle de l'IA aujourd'hui au sein des soins intensifs ? Alors, il est assez limité, en fait. On en parle beaucoup, on en parle de plus en plus. Quand on regarde la littérature, on a une explosion des articles scientifiques sur l'intelligence artificielle aux soins intensifs, mais ailleurs aussi. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'il y a ce débat aujourd'hui et qu'il y en a d'autres à d'autres émissions. Mais en termes d'utilisation au quotidien, on ne l'utilise pas encore beaucoup. Il y a des applications qui sont déjà anciennes, qui faisaient appel à une certaine forme d'intelligence artificielle, qui n'ont pas montré une grande utilité, même si c'était efficace, mais ce n'était pas très utile. Et puis, il y a des travaux en cours, il y a beaucoup de projets, mais pour l'instant, au quotidien, on ne peut pas dire qu'on utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Maintenant, les besoins sont là.
Les demandes sont là et nous, on attend vraiment avec beaucoup d'impatience toute une série d'applications, la liste est longue, qui pourront nous aider, que ce soit dans le diagnostic, dans la surveillance, dans la mise au point de traitement. Donc le potentiel, il est clairement très très important, mais il nécessite un développement, une validation qui ne sont pas encore terminées. Donc on ne se lance pas en médecine avec des innovations sans avoir validé leur utilité, validé leur qualité, la sécurité pour les patients. Et tout ça, ça passe au travers d'études cliniques, d'essais cliniques, et c'est fort encadré. Donc on va avancer très certainement, mais peut-être pas aussi vite que ce qu'on ne le désirerait, mais ça, c'est le prix à payer pour donner des soins de qualité et assurer une sécurité à nos patients aussi. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit switch de salle, qu'on laisse le docteur Nelissen continuer à avancer et à travailler, et qu'on aille de nouveau auprès du docteur Kersman, docteur Durieux, pour voir où est-ce qu'ils Bosman, pas Durieux, pour voir où est-ce qu'ils en sont, et en même temps, on va continuer à papoter dans leur salle. Docteur Nelissen, on est avec vous, on peut admirer votre résultat. Ah ben voilà, ouf. Il est bien. Voilà, vous voyez un petit peu, on termine. Et donc, vous voyez un petit peu donc, le résultat chez cette patiente. Elle avait donc effectivement donc, des seins qui étaient ptosés. Vous voyez que les seins maintenant sont bien remontés, sont bien galbés ici. Bon, il faut le temps. On a une célèbre phrase en chirurgie plastique qui dit que ça va se mettre. Et donc il faut juste se laisser un peu de temps pour que la prothèse trouve sa place. Et donc là maintenant on va mettre de la colle chirurgicale sur toutes les cicatrices, ce qui va permettre à la patiente de prendre une douche dès demain. Et on retirera donc cette colle qui est donc qui va faire office de pansement dans 1 mois. Elle devra porter un soutien-gorge pendant 6 semaines, le jour comme la nuit, pour maintenir donc la prothèse là où on l'a mis en place. C'est un peu comme le principe d'un plâtre sur une fracture. Donc on essaye vraiment que tous les tissus se cicatrisent donc au bon endroit. Mais merci beaucoup, docteur Nelissen. On est attendu en chirurgie cardiovasculaire chez le professeur Durieux. Et on se revoit tout à l'heure. Je pense qu'on a une autre intervention ensemble.